Alors, c'est parti. Madame la présidente de l'association tuniso-cubaine Mouna Douguez, cher professeur Nabila Hamza et Alfonso Campisi, pardon, ça commence bien. Mesdames, Messieurs, permettez-moi de vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue et de saluer ce partenariat avec l'association d'amitié tuniso-cubaine qui a permis l'organisation de cette rencontre. Comme nous l'avons dit dans la présentation, dans le texte d'arguments qui accompagne l'organisation de cette conférence, le thème des migrations suscite énormément de... Comme vous le voyez, c'est un thème aussi crucial, aussi actuel, et qui suscite beaucoup de polémiques et suscite beaucoup de fantasmes. En effet, l'opinion commune, les acteurs politiques, les médias traitent souvent de l'immigration et souvent ils la maltraitent. Cette réalité relève peut-être de la complexité du thème de l'immigration, parce qu'il relève de plusieurs disciplines, à commencer par la démographie. Lorsqu'on parle de l'immigration, de ce point de vue-là, on glisse souvent vers des fantasmes de l'invasion, du remplacement. Ça relève également de la socio-anthropologie, parce que dans le contexte des replis identitaires que nous connaissons un petit peu partout, donc on parle souvent des migrants, de l'immigration comme une menace pesant sur les sociétés d'accueil et pouvant ébranler la pureté supposée des sociétés d'accueil. Donc c'est un thème complexe. Il n'y a qu'un retour aux faits, en fait, un retour à la recherche qui va nous permettre de sortir un peu des caricatures. C'est ce que nous allons voir avec deux des meilleurs spécialistes réunis ici, Madame Nabila Hamza et Monsieur Alfonso Campisi. Voilà, sans tarder, je vais passer la parole à Madame Mouna Douguez, présidente de l'association tuniso-cubaine, qui va vous accompagner dans l'animation de cette rencontre. Bonsoir, merci Hassan. Avant tout, chers invités, chers amis, soyez toutes et tous les bienvenus dans cet espace, dans ce bel espace où on a du mal à arriver, mais où on se sent immédiatement très bien, lumineux, agréable, etc. Merci infiniment à Hassan Arfaoui d'avoir voulu nous accueillir donc, dans son espace. Moi, avant tout, je voudrais présenter bien sûr l'association d'amitié et de solidarité tuniso-cubaine, Cubatoun. Plusieurs personnes m'ont dit, mais comment ça se fait que tu t'intéresses à ça? Pourquoi tu as des origines, tu as des trucs? Plusieurs personnes me l'ont dit dans la salle. Et non, alors j'ai répondu individuellement que non, je n'ai absolument aucune origine latino-américaine, mais que dans le monde entier, mais vraiment dans le monde entier, il y a des associations d'amitié et de solidarité avec le peuple cubain. Donc on se devait de la créer, cette association. Elle a vu le jour il y a à peine, avec la pandémie au fait. Et voilà, depuis, on essaie de faire un certain nombre d'activités. En quoi consiste Cubatoun? Cubatoun, c'est bien évidemment une association à but non lucratif. Je remercie Monsieur le secrétaire général pour tout ce qu'il fait, c'est Abdallah Issaoui, et les membres, les différents membres qui se sont beaucoup dévoués pour notre association. Nous, alors, dans notre association, on veut essentiellement et quasi exclusivement
défendre les causes nobles. Les causes nobles, parce que quand on parle de Cuba, on ne peut pas ne pas être sidéré, ne pas être révolté, ne pas être malade, pour ainsi dire, de ce qui arrive à ce peuple magnifique, à ce peuple vraiment extraordinaire depuis plus de 6 décennies. Depuis plus de 6 décennies. Alors, Cuba, normalement tout le monde le sait, mais on a tendance à l'oublier, parce qu'il y a des peuples encore plus opprimés dans le monde, comme la Palestine, etc. Mais Cuba vit et subit l'embargo depuis plus de 60 ans. Un peuple qui a été privé de tout, qui a été absolument... qui souffre jusqu'à présent c'est-à-dire de son alimentation, au niveau de son alimentation, au niveau des médicaments, etc. Et à tout point de vue, un peuple, c'est pour ça qu'on parle même de génocide. Parce qu'en quelque sorte, cet embargo, c'est bien évidemment le pays qui le subit, mais avant tout, c'est le peuple qui en souffre. Donc voilà, comment ne pas défendre une telle cause, comment ne pas défendre de telles injustices? Moi, je pense que ce n'est pas possible. Et en tous les cas, ce que je voudrais dire, c'est que plus ces injustices dureront, plus la solidarité avec le peuple cubain deviendra forte. Bien, à présent, l'objectif, bien sûr, c'est de passer à un thème extrêmement épineux, extrêmement polémique, extrêmement intéressant, le thème des migrations dans le monde, et plus précisément entre la Méditerranée jusqu'à l'Amérique latine. Madame Nabila Hamza, qui est notre invitée d'honneur, qui nous fait l'honneur de sa présence ici, elle a eu la chance et le privilège également par ses recherches, de vivre en Amérique latine, d'enseigner à l'université catholique de Lima, au Pérou, si je ne me trompe pas, c'est ça, et d'avoir enseigné également à Santo Domingo, etc. Donc, ça fait qu'elle ait des connaissances particulièrement solides sur ce monde-là, et elle pourra nous parler, je pense, d'une façon sûrement très intéressante, de tout ça. Monsieur Alfonso Campisi, qui est non seulement aussi, tout comme Nabila, un grand ami, mais c'est également un éminent professeur de l'université de la Manouma. C'est un professeur d'italien qui est italien et tunisien à la fois. Moi, je ne saurais pas quoi dire, parce qu'il se qualifie comme tuniso-italien. En tous les cas, tunisien de cœur, moi, je peux le confirmer. Voilà, ça, c'est une certitude. C'est un descendant, par contre, de Siciliens qui ont vécu en Tunisie au XIXe siècle, etc. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, il y a eu de nombreux ouvrages qu'il a publiés, que je vous invite à lire, un documentaire magnifique sur les Siciliens, leur départ, etc., cet arrachement à la terre où ils ont vu le jour et où ils ont vécu en parfaite harmonie avec les Tunisiens. Voilà, donc on va voir l'évolution aussi. De nos jours, est-ce qu'on parle de la migration de la même façon ? Hélas, non. Moi, je pense que de nos jours, malheureusement, les personnes qui sont acculées à traverser la Méditerranée, cet horrible maintenant cimetière marin, ou qui sont acculées à émigrer, ce n'est pas toujours de bon gré. C'est souvent pour des raisons vraiment terribles. Et ils sont de plus victimes de politiques vraiment répressives. Donc voilà, on va leur laisser le champ libre. C'est eux, finalement, les vedettes de ce soir. Et voilà, je cède la parole à Madame Nabila Hamza. Oui, vous avez. Oui, comme vous. Merci Mounay, merci pour cette présentation. Bonsoir à tous et à toutes. Et alors, mon intervention va porter sur la diaspora arabe en Amérique latine, dont on ne parle pas beaucoup. En fait, on sait peu de choses sur les immigrés arabes du Proche-Orient en Amérique latine. Et je vais commencer mon intervention par une petite anecdote, par un fait qui m'a beaucoup marqué durant mes pérégrinations, comme disait Mounay, en Amérique latine, qui m'ont amené dans différents pays, le Mexique, etc. Et donc, moi, j'étais étudiante à Paris et je m'apprêtais à aller au Chili. C'était en 73, hein, ça remonte à bien longtemps.
Et je m'apprêtais à aller au Chili, qui était un peu la Mecque des gauchistes à l'époque, parce que l'arrivée de Allende par voie électorale était un événement, notamment parmi la gauche, tout simplement parce qu'il était arrivé par des moyens tout à fait pacifiques et par voie électorale. Et donc tout le monde était un petit peu fasciné par l'expérience chilienne. Et je m'apprêtais à y aller, il fallait que je fasse une escale à Panama. Donc je descends dans un hôtel à Panama, très fatiguée, je m'assieds pour prendre un café, et puis j'entends une voix, j'entends un chant, une mélodie qui m'était familière. Et j'étais complètement désarçonnée parce que la voix, je la connaissais. C'était une voix familière. C'était Fayrouz. Et j'ai eu un petit moment complètement déboussolé. Je ne savais plus dans quel pays c'était. Alors Fayrouz, pour ceux qui ne sont pas tunisiens, c'est la diva libanaise qui a beaucoup chanté la Palestine, l'intercommunauté, l'interconfessionnalité, le vivre ensemble, etc. Et donc, je me dirige vers la réception et je pose la question, je dis, mais qui a mis cette chanson ? Et la fille qui est au comptoir, elle me dit « Es el dueño, es árabe ». C'est le patron, le propriétaire, et il est arabe. Et tout de suite, elle va le chercher, il vient me voir, il me salue, parce que bon, trouver une Tunisienne à l'époque en Amérique latine, c'était pas courant. Et donc commence une longue discussion précisément sur ses origines, comment la famille est arrivée du Liban, plus précisément de Tripoli, et comment ils ont vécu, etc. Alors, ce monsieur ne parlait plus arabe, il était panaméen, tout simplement, mais il gardait quand même toute cette sympathie et la nostalgie des origines. Alors, des événements comme celui-ci, j'en ai rencontré beaucoup, plusieurs, et dans différentes villes d'Amérique latine. En fait, la présence arabe en Amérique latine, pour un visiteur, saute aux yeux dès le premier moment. Tout simplement, déjà par les devantures, par la signalétique des magasins, par les noms, les patronymes. Alors, vous avez Saïd Hermanos, les frères Hourani, les frères je ne sais quoi, sur les devantures de magasins. Et c'est important de garder ça en tête parce que frère, ça veut dire qu'il y a eu précisément une émigration familiale plus tard. Donc voilà, donc c'est une présence vraiment qui frappe, qui saute aux yeux dès le départ, par les noms. Il y a beaucoup de gens, on entend parler de... Alors évidemment, beaucoup de noms et de patronymes sont déclinés dans une phonétique et dans une orthographe hispanisée, évidemment. Khairal devient Karalla. K-A-L, voilà, R-I. Donc, voilà. Alors, ceci, c'était un témoignage, tout simplement, des différentes vagues d'émigration qui vont amener environ 18 millions de gens du Proche-Orient en Amérique latine, éparpillés sur différentes villes d'Amérique latine. Alors, moi, je sais que je n'ai pas les statistiques exactes parce qu'il y a beaucoup de débats autour des statistiques et maintenant ils ne sont plus arabes, donc c'est difficile de les recenser. Mais disons qu'il y a des chiffres qui sont un peu plus fantaisistes et qui parlent de 30 millions de latino-américains de descendance arabe. Je vais vous donner un exemple tout simple. Le Brésil, au Brésil, vous avez 6 millions de Brésiliens d'origine libanaise et d'origine palestinienne, mais notamment libanaise, ce qui équivaut à peu près à l'ensemble de la population du Liban. C'est-à-dire, et ceci, par exemple, pousse un journaliste comme Antoine Sferb à dire, écoutez, aujourd'hui, la capitale du Liban, ce n'est plus Beyrouth, c'est Sao Paulo, au Brésil. Voilà, tout simplement parce que le nombre est assez important. Alors, la question qui se pose, c'est comment... ces gens sont venus, comment ces émigrés ont traversé des continents, des océans, ont vécu des tempêtes pour arriver en Amérique latine, et pourquoi? En fait, les historiens identifient à peu près deux grands moments, je dirais, de migration,
qui vont commencer depuis le 19e siècle, 1815, 1820, surtout 1860, jusqu'à nos jours. Alors, la première vague d'émigration, c'est la vague qui se fait à la fin du 19e siècle et qui, au moment où le Levant, c'est-à-dire ce qu'on appelle Bilad Shem, Souria, Lebanon ou Palestine, était sous domination ottomane. C'était l'Empire ottoman, tout simplement. Dans cet Empire ottoman, qui régnait évidemment sur le Liban, etc., et le reste, la situation par moment, en tout cas à la fin du 19e siècle, la situation économique était extrêmement difficile. Il y avait des famines, il y avait une surpopulation, croissance démographique avec beaucoup de pauvreté, beaucoup de manque, beaucoup de maladies, beaucoup d'épidémies, d'une part, donc une situation économique extrêmement difficile qui a fait que déjà les gens seraient allés vers le mont Liban, etc., pour fuir ces famines. Et puis, au Proche-Orient, que ce soit au Liban, en Syrie ou en Palestine, les communautés chrétiennes étaient soumises à une forte discrimination, voire tout simplement à des persécutions, parce que l'Empire ottoman, tout le monde était musulman, enfin, il s'est supposé être musulman, et donc il y a eu une réelle persécution des chrétiens d'Orient, dans différents pays d'Orient, et notamment au Liban. Donc il y a eu, par exemple, des massacres qui ont tué, qui ont mené à la mort de dizaines, centaines de personnes de la part des Druzes sur les chrétiens du Liban en 1940, en 1941, 1860, etc. Donc voilà, les chrétiens étaient soumis au service militaire obligatoire, des citoyens de deuxième zone et une discrimination religieuse, évidemment. Ceci va faire que des milliers de personnes vont quitter le pays. Alors, ce départ, ces premières vagues d'émigration vont être encouragées par les Européens. La France et l'Angleterre, à travers des évangélistes, à travers une série de manigances, allaient encourager les dissensions au sein de l'Empire ottoman pour l'affaiblir d'une part, et se prétendaient être les protecteurs des chrétiens à l'époque. Donc ceci va faciliter leur départ, leur émigration, etc. Et les Européens, les Français, les Anglais, etc. vont jouer un rôle important. Alors, au départ, les immigrés de cette première vague vont avoir pour objectif d'aller aux États-Unis, c'est-à-dire aux USA. Et ils vont prendre, évidemment, ils vont arriver à Gênes, ils vont arriver à Marseille, etc. Il va y avoir des bateaux italiens, français, etc., qui vont en profiter d'ailleurs et qui vont les embarquer avec une destination, l'Amérique du Nord. Sauf que pour des raisons nombreuses et probablement pour une série de raisons, ils se retrouvaient souvent au Brésil, en Argentine, à Cuba, au Pérou, etc. Alors, sans compter qu'il y a eu aussi un moment où la législation aux États-Unis, pour que vous voyez que ça remonte à très longtemps, avait changé, qu'il y avait eu un resserrement de l'immigration et l'accès à la nationalité américaine devenait un peu plus dur à la fin du 19e siècle. Donc, ils débarquent donc dans des pays latino-américains avec un passeport turc et ils connaissent quelques problèmes dont je parlerai tout à l'heure. Et puis, alors tout le monde les appelle los turcos, tout simplement, parce qu'ils arrivaient avec des passeports ottomans au moment de leur atterrissage dans ces pays, que ce soit en Argentine, au Chili, au Pérou ou ailleurs, et ils devenaient les Turcs du pays. Et d'ailleurs, ce qui est très marrant, c'est que ce terme « turcos » aurait dû disparaître avec la fin de l'Empire, n'est-ce pas, avec la chute de l'Empire ottoman. Sauf que c'est un mot, c'est une appellation qui restait collée. Et moi, je me suis fait appeler Turca, je ne sais plus combien de fois. Et j'avais du mal à expliquer que je n'étais pas turque.
Bref, voilà. Et donc, même, bon, maintenant, je crois que ça a un petit peu disparu. On ne parle plus de los turcos en parlant des Arabes. Mais ils étaient tous dans le même sac. C'était los turcos, ceux qui venaient avec un passeport turc à l'époque. Alors, ça, c'est la première vague. La deuxième vague, j'imagine que vous savez de quoi il s'agit. La deuxième vague, c'est la Nakba, 1948, la création de l'État d'Israël. C'est la guerre israélo-arabe de 67 et c'est la guerre civile au Liban de 70 à 90. Alors là, vraiment, l'émigration va reprendre de plus belle encore et ce sont essentiellement des chrétiens qui vont partir également vers justement les pays d'Amérique latine. Ils vont être d'autant plus encouragés à y aller que beaucoup d'entre eux avaient déjà de la famille. Il y avait un cousin quelque part à Cuba, il y avait un cousin en Argentine, etc. Donc, les réseaux familiaux, durant tout le XXe et XIXe siècle, vont avoir un rôle essentiel, vont jouer un rôle très, très, très important après la Seconde Guerre mondiale. Alors, il y a la majorité était chrétiens, encore une fois, encouragés par les évangélistes, les puissances européennes, etc. Mais il y avait aussi des juifs. Alors, l'histoire des juifs en Amérique latine, c'est une autre histoire, parce que l'Argentine, le Chili était un pays de première destination, notamment après la Deuxième Guerre mondiale et la fuite des nazis et ceux qui avaient collaboré avec les nazis aussi. Mais donc il y avait aussi, pendant le XXe siècle, il y avait des Druzes, il y avait des Juifs, il y avait différentes nationalités et il y avait des musulmans. Donc l'immigration musulmane va commencer notamment avec la deuxième vague, c'est-à-dire après la Seconde Guerre mondiale et après les guerres, notamment la guerre au Liban, en Palestine, la guerre des 6 jours, etc. Et aujourd'hui, on compte à peu près 1 million de musulmans au Brésil. Rien qu'au Brésil, 1 million de musulmans. Alors, il y a des musulmans qui sont venus par les différentes vagues, mais il y a aussi quelque chose qui attire beaucoup l'attention, c'est le nombre de conversions de Brésiliens et de Latino-Américains à l'islam. C'est-à-dire, il semblerait qu'il y a eu et qu'il y a probablement encore une vague de prosélytisme et des prédicateurs extrêmement actifs, comme on en a connu ici dans d'autres pays, qui ont fait qu'il y a eu des communautés entières, des communautés indiennes, parmi les pauvres, les jeunes, qui ont basculé dans l'islam. Voilà. Et donc, il y a eu une poussée assez impressionnante des lieux de culte. Par exemple, au Brésil, à Sao Paulo, il y a 150 mosquées qui existent et qui se multiplient. Donc, ça ne veut pas dire que tous sont le fruit d'une... Mais il y a eu des conversions. Donc, il y a eu une migration musulmane. Elle a eu lieu. Et il y a eu aussi des migrations, des conversions à l'islam. Voilà. Alors, les premiers migrants, quand ils arrivent, évidemment en Amérique latine, je reviens au premier mouvement, quand ils arrivent dans un pays dont ils ne connaissent pas la langue, dont ils ne connaissent pas les coutumes, ils ne savent rien, et ils deviennent tout simplement, ils sont perdus, et ils deviennent des marchands ambulants. Ils sont marchands ambulants, des colporteurs, donc ils sont à dos de mulets, ils vendent de la terre sainte, Jérusalem, ils vendent de l'eau du Jourdain, tout simplement parce que l'eau du Jourdain est connue pour avoir comment on appelle ça, oui, bon, des bienfaits, etc. Et ils vendent des petites amulettes, des chapelets, etc. Ils tournent à dos d'âne dans différents pays. Et il y a de la part de la population, au départ, beaucoup de méfiance vis-à-vis des Esos Turcos qui viennent là-bas. On ne sait pas très bien d'où ils viennent, comment ils sont, etc. Donc, pendant la première période, ça a été la galère. Et j'imagine que c'est pareil pour nombre de migrants un peu partout dans le monde. Et... avec la deuxième génération,
les petits commerçants qui étaient à dos de mulet commencent petit à petit à ouvrir de petits commerces, de petites échoppes, avec aussi leurs petits produits. Et petit à petit, il y a... on continue à se marier entre membres de la famille. C'est-à-dire, les Libanais se marient aux Libanaises et on ramène la Libanaise souvent de Tripoli ou de Beyrouth pour qu'on se marie. Ça va changer après les générations, évidemment, les générations suivantes. Mais en moins d'une génération, on va voir qu'il y a un nombre de commerces qui va augmenter subitement, c'est-à-dire il commence à ouvrir de petites échoppes et déjà en 1916, par exemple, on estime en Argentine qu'il y avait 3700 commerces qui étaient tenus par des Arabes, tout simplement. Alors, ils commencent par des petits commerces, mais petit à petit, ils s'orientent vers l'industrie. Et ils ouvrent des petits ateliers industriels, notamment dans le textile et la soie. Et alors, c'est le début d'une aventure et d'une réussite fulgurante, puisque les petits ateliers, petit à petit, je ne vais pas rentrer dans le détail, finissent par devenir des usines textiles. Ils emploient des centaines d'indigènes, entre guillemets, hein, je n'aime pas beaucoup ce terme, d'autochtones, autrement dit, et vous avez environ à la fin du 19e siècle, par exemple, avant la Seconde Guerre mondiale, il y avait 75% des articles de soie, 25% des articles de coton qui étaient produits au Brésil par des Arabes, 90% du textile au Chili, 50% du textile en Argentine. Ils sortaient d'usines tenues par des Arabes en Amérique latine. Bon, les Libanais sont connus comme étant de grands commerçants, ce sont les enfants de Carthage et d'Alissa. Donc, ça, voilà. Et donc, voilà. Alors, après, les enfants, évidemment, donc c'est la réussite, ils deviennent plus nombreux, et leurs enfants vont à l'université, ils vont à l'école, ils vont dans grandes écoles, et ils ne se marient plus avec les Libanaises, les Palestiniennes, les Syriennes. Ils vont chercher ailleurs. En tout cas, ils se marient hors famille. Et l'événement encore plus important, c'est qu'ils ne parlent plus arabe, pratiquement plus. Donc, deuxième génération, ça allait. La troisième génération, c'est le monsieur probablement que j'ai rencontré, nothing. Voilà. Et donc, alors que pendant, par exemple, les premières générations, c'est pareil, par exemple, au niveau de l'écriture, ils n'écrivent plus. Pendant les premières vagues d'immigration, il y a eu une explosion de la littérature arabe en Amérique latine. Il y avait quelque chose, il y avait des clubs littéraires, il y avait des journaux, des revues littéraires. Je ne vais pas vous embêter avec les chiffres, mais par exemple, il y avait pas moins de 150 périodiques de langue arabe au Brésil au début du siècle. Rien que ça. Des clubs, etc. Il y avait des poètes, des livres et beaucoup de publications. Tout se faisait en arabe. Et à partir des années, disons, 90, 2000 en tout cas, les Arabes d'Amérique latine ne parlent plus l'arabe et les écrivains, les auteurs, les universitaires écrivent soit en espagnol, soit en portugais quand ils sont au Brésil, tout simplement. Et vous avez une explosion de la littérature d'origine arabe assez ahurissante, mais je n'ai pas beaucoup le temps d'en parler. En tout cas, on ne parle plus... la langue, mais on reste quand même solidaire avec la cause palestinienne et avec ce qu'on appelle los hermanos palestinos. C'est-à-dire que on ne parle plus la langue, mais on est conscient que la situation au Liban, en Palestine, est très dure. Et donc, ils ouvrent des associations de bienfaisance, des clubs littéraires, des clubs d'aide, etc. Et moi, là où j'ai été, même maintenant, récemment, l'été dernier, il y a Club Syrio-Palestino, Club Libanais-Palestino. Ce sont des clubs où il y a de la musique, de la danse, évidemment, du keb et du fatouche, etc. Et on continue quand même à appuyer
la cause palestinienne et quand on peut, on envoie de l'argent. Mais c'est à peu près ça. Alors, l'image du... Je ne peux pas, sincèrement, j'ai essayé de raccourcir, mais je ne peux pas ne pas parler de l'image des Turcos et l'impact des Arabes sur la littérature latino-américaine. Parce que l'image du Turco, c'est une image que j'ai retrouvée dans pratiquement toute la littérature, qui est traduite d'ailleurs en français. Alors vous avez de grands noms comme García Márquez, vous avez Emin Makhlouf, dont je parlerai tout à l'heure, vous avez aussi Isabel Allende, tous ces écrivains qui ont marqué la littérature dans le monde, ont essayé de retracer des parcours de vie, une histoire de ces latino-américains qui ont impacté les pays d'Amérique latine. Et ceci est très visible. Pratiquement dans tous les livres de García Márquez, il y a un turco. Il y en a un quelque part qui apparaît. Et il apparaît, alors, El Turco, il vient dans 100 ans de solitude. Il y en a un qui est connu, je ne sais pas si tu t'en souviens, qui est présent, etc. Isabel Allende aussi, dans le livre Eva Luna, qui a été traduit d'ailleurs, qui est un très bel ouvrage. Eva Luna, le principal personnage, Ismo Riyad Halabi. Et c'est lui qui va essayer d'être un peu le papa ou le sauveur de Eva, puisque c'est de Eva qu'il s'agit. Donc la littérature latino-américaine est très, très, très imprégnée de cette image du turco. Aussi, alors il y a d'autres écrivains comme Jorge Amado, Fernando Vallejo et beaucoup d'autres. Alors, du coup, l'émigration ne va pas impacter que la littérature latino-américaine. Elle va créer aussi ce qu'on appelle Adab al-Majr, c'est-à-dire on va retrouver tous ceux qui sont allés aux États-Unis, les grands écrivains, évidemment que vous connaissez tous, Elie Houma, Mikhail Noaïma, Khalil Gibran, tout cela, ils étaient aux États-Unis, ils n'étaient pas en Amérique latine, et ils vont créer une littérature spécifique de ce qu'on appelle l'exil, de l'identité, la recherche de soi, etc. Voilà. Et il y aura bien sûr après... Maintenant, ce qu'on retrouve beaucoup en Amérique latine, ce sont des écrivains, des poètes d'origine arabe, brésiliens, etc., qui écrivent en brésilien, mais qui parlent aussi de ces premiers moments de confrontation, par exemple, des tensions dans la famille entre la culture latino-américaine et la culture arabe, etc. Donc, il y a beaucoup de... Ça, c'est tout un travail qu'il faut faire sur la littérature parce que c'est passionnant. Mais je crois que la plupart d'entre vous ont lu aussi Emin Makhlouf. Vous avez lu Origine. Alors, Origine est magnifique parce que Emin Makhlouf, qui n'a pas été en Amérique, enfin qui n'a pas vécu, mais il ouvre une malle et il ouvre toutes les lettres de son grand-père qui, lui, a émigré à Cuba et qui a envoyé des lettres à son frère qui était resté au pays. Et donc, à partir de l'échange épistolaire entre le grand-père et l'oncle, il retrace toute cette histoire justement d'enracinement de difficultés dans la société cubaine. C'est absolument un livre magnifique que je vous conseille de lire. Voilà, alors aujourd'hui, évidemment, donc l'image du turco, elle est partout dans les littératures. Sauf que il y a un livre qui vient de paraître qui s'appelle La imagen del turco en García Márquez, dans lequel il explique que les gens pensent que El Turco, c'est un peu péjoratif, parce que, bon, il n'y a pas d'identité claire, on ne sait pas qui vous êtes, etc. Mais en fait, le turco dans la littérature, chez García Márquez, Isabel Allende, c'est un peu l'exilé, c'est un peu c'est plus une métaphore qu'une appellation péjorative qu'on retrouve dans la plupart des romans. Enfin, ça, c'est tout un travail qu'on doit faire au niveau de la littérature qui serait intéressant. Alors, aujourd'hui, évidemment, il n'y a plus de turcos. D'ailleurs, même le mot arabe n'existe plus dans les recensements. Les Arabes
los turcos sont devenus brésiliens, argentins, chiliens, cubains, mexicains, etc. Ils n'existent plus en tant qu'entité à part. Et je crois même que quand on va en Amérique latine, c'est quand même très difficile d'identifier ce qu'on appelle une communauté arabe, une communauté à part, spécifique, qui se distingue du reste. Et c'est là, précisément, que commence la grande réussite des Latino-Américains, des Arabes en Amérique latine. Il faut quand même signaler que, comme la majorité étant chrétienne, l'affinité religieuse a joué un rôle très important dans l'assimilation du contexte et dans l'intégration tout simplement réussie, notamment des Libanais, des Syriens et des Palestiniens qui sont venus de Jérusalem, etc. Donc aujourd'hui, on ne peut plus vraiment parler d'une communauté. Maintenant, ce qu'on voit, c'est que cette communauté n'est pas spécifique, mais elle a impacté toute la vie. Il y a un brassage culturel absolument incroyable. Il y a un impact sur la cuisine. Partout où vous allez trouver le kebab, vous allez trouver le shawarma, vous allez trouver le fattouche, vous allez trouver... c'est-à-dire les mets spécifiques. Et au Brésil, par exemple, vous avez une grande chaîne très connue qui s'appelle Habib's, avec apostrophe S, qui, elle, vend même ce qu'on appelle de la nourriture halal. Parce que je vous ai dit que maintenant, il y a la communauté musulmane qui est en croissance très, très nette. Voilà. Donc, alors, ça, c'est... En gros, donc, ils vont impacter l'architecture, ils vont impacter la cuisine, ils vont impacter la littérature, puisque Garcia Marquez, il dit, moi, mes livres ont été impactés par l'histoire de Mille et une nuits. C'est un livre qui m'a marqué et qui a marqué mon imaginaire. Donc ça, c'est... Alors, mais la plus grande, finalement, réussite des Latino-Américains, c'est une réussite économique, c'est une réussite culturelle, mais la plus spectaculaire, c'est la réussite politique. Il y a 10 présidents d'Amérique latine qui sont d'origine arabe. Vous en connaissez quelques-uns. Carlos Menem, Jabel Makhlouta. Bon, j'ai la liste des noms, mais je ne vais pas m'amuser à vous les lire. Il n'y a pas un pays où il n'y a pas eu réellement un président. En tout cas, ils sont président de la République, parlementaires, chefs de parti, ils sont présidents de banque centrale, ils sont partout. Donc, c'est une réussite économique qui les a menés aussi à entrer dans la vie politique et dans l'armée. D'ailleurs, au Chili, c'est très clair. C'est pour ça que il y a une sorte d'idée que les politiciens en Amérique latine seraient plutôt de droite. Ils seraient très proches du pouvoir et très proches des militaires, notamment pendant les dictatures en Argentine, au Chili, etc. Et ce n'est pas tout à fait faux. Mais en fait, j'ai fait une petite recherche. Il y a aussi beaucoup de latino-américains de descendance arabe qui sont dans les syndicats, qui sont dans des partis communistes. Il y en a à Cuba, d'ailleurs j'en parlais, je pensais que l'ambassadrice allait venir. Il y a un personnage très important qui est le bras droit de Fidel Castro, qui est d'origine arabe. Et donc, c'est vrai qu'ils sont... Quand on a l'argent et que la réussite économique est importante, etc., l'alliance entre l'argent et le politique est quelque chose qui est courant, donc on ne doit pas s'étonner. Mais tout de même, ils ne sont pas tous de droite, et il y a eu dans l'histoire d'Amérique latine des noms qui ont marqué les partis communistes, la gauche, le mouvement révolutionnaire et les syndicalistes. Voilà. Donc je vous dirais simplement que l'Équateur, l'Argentine, le Honduras, le Salvador, la République dominicaine, le président actuel de la République dominicaine, je souris parce que Az a été à Santo Domingo, le président s'appelle Luis Abinader.
c'est le deuxième président de la République dominicaine qui est d'origine arabe. Voilà. Alors, quand vous allez aussi au Mexique, par exemple, il y a une ville qui s'appelle Veracruz, me parece. Et Veracruz, il y a une très grande statue qui s'appelle l'immigré libanais. C'est un hommage qui est rendu aux immigrés libanais qui ont participé au développement économique, culturel et politique de ce pays. Voilà. Malheureusement, encore une fois, il y a des échanges. Il y a eu un sommet arabe latino-américain en 2005. C'est un sommet qui était prometteur et je pense qu'on devrait continuer à travailler là-dessus, mais il y a quand même une histoire partagée et un potentiel, malheureusement, qui n'est pas assez exploité, un potentiel d'échanges économiques, politiques, commerciaux, etc., et qui n'est pas assez exploité, malheureusement. Voilà, merci à vous. Bien, merci Nabila. Oui. On la remercie quand même. Hein, voilà, parce que vraiment, après une telle conférence, la moindre des choses, c'est déjà vous féliciter d'emblée pour cette intervention tellement instructive et à la fois qui m'a permis de découvrir votre art de compter les choses, compter les événements. Voilà, donc on était vraiment très, très, très pris par ça. Bien, donc comme nous ne disposons pas de trop de temps, on va passer tout de suite au docteur Alfonso Campisi pour pouvoir ouvrir le débat par la suite et vous pourriez poser donc les questions, etc., une fois pour toutes, aussi bien à Madame Nabila Hamza qu'à Alfonso. D'accord ? Donc on passe à la Méditerranée, là. Là, on passe à la Méditerranée. Merci, merci beaucoup. Il y a beaucoup de ressemblances, Nabil, avec aussi les Italiens qui ont quitté. Oui, ils sont partis en Amérique latine d'ailleurs. Bon, donc aujourd'hui, moi j'aborderai un petit peu le sujet. Le titre d'ailleurs est la question migratoire en Méditerranée, hier, aujourd'hui. Parce qu'en fait, je décidais un petit peu d'organiser mon travail sur un peu le passé et le présent, le passé de cette communauté italienne qui arrive en Tunisie. Et après, la situation en Italie, ce sont des sujets, l'immigration assez épineux et donc qui se prêtent à un débat. Donc, je vous lis parce qu'en fait, il y a aussi beaucoup des chiffres que je vais que j'ai cherché en fait, donc des chiffres assez récents. Donc tout d'abord, ce que j'aimerais faire, c'est identifier un petit peu la signification des termes émigration et migration. Donc je commencerai un peu dans le sens plus large pour arriver un peu plus au détail. Et vu que souvent on fait que tout un amalgame, parce qu'on dit l'immigré, on ne sait plus qu'est-ce qu'il est, excusez-moi. Donc faisant référence au premier, donc à l'immigrant, donc à l'immigration. Ceci signifie donc quitter son pays. Il s'agit donc du phénomène donc social qui conduit une personne ou une partie d'une population à quitter son lieu d'origine vers un autre pays. Donc, bon, les raisons qui peuvent et qu'après on va aborder d'ailleurs déclencher donc ce phénomène d'émigration peuvent être nombreuses. Donc, il y a bien évidemment raisons politiques, sociales, psychologiques, naturelles, religieuses, et encore bien évidemment la guerre, la justice, etc. Concernant l'espace, donc cette migration peut aussi être divisée en migration intracontinentale ou transcontinentale, nationale, rurale, etc., etc. Et c'est dans ce XXIe siècle, d'ailleurs, que ces mouvements se sont accentués. Donc, je vais vous ramener des chiffres après. Vous allez voir, ça part vraiment, ça a explosé. En revanche, donc, bien évidemment, le terme immigration, quand on parle d'un immigré, c'est celui qui arrive donc dans un autre pays. Et donc, il indique un peu le transfert d'une ou plusieurs personnes vers donc un autre pays. Donc, ça peut être bien évidemment permanent ou encore temporaire. Bon.
Alors, ces mouvements migratoires peuvent bien évidemment revêtir encore une connotation individuelle ou collective, volontaire ou forcée. Bien évidemment, il y a des migrants qui partent par leur propre gré, donc qui veulent partir, d'autres qui sont obligés, national ou international, etc. Bon, c'est vrai que quand ils partent pour des raisons politiques, on les appelle les réfugiés. Donc déjà, on a une autre connotation. Par exemple, suite à des bouleversements territoriaux provoqués aussi par des traités de paix modifiant les frontières d'un pays, des groupes de personnes partageant la même origine nationale ou ethnique sont contraints de se déplacer. Et ça, c'est encore la diaspora qu'on a dans un autre pays. Alors, selon le rapport, et là je viens un petit peu aux chiffres, selon le rapport sur l'état de migration dans le monde de 2024, donc de l'Organisation internationale pour la migration, on estime que le nombre de migrants internationaux a augmenté ces 50 dernières années. Selon ces estimations, on a 281 millions de personnes vivaient donc dans un pays autre que leur pays de naissance en 2020, soit 128 millions de plus qu'en 1990, et plus de 3 fois encore qu'en 1970. Donc vous pouvez voir comme ça exploser cette migration. Le nombre de personnes donc déplacées a aussi atteint des chiffres records. On parle de 117 millions à la fin de 2022. Et de ces 281 millions de migrants, on a 3 tiers, un tiers qui quittent leur pays en développement pour migrer vers un autre pays en développement, et un autre tiers qui part pour émigrer vers un pays déjà pleinement développé, et le dernier tiers est constitué de migrations nord-nord et nord-sud. C'est vrai que l'immigration nord-sud est considérée un petit peu une immigration un peu bizarre, ce qu'on dit, et c'était un peu l'immigration italienne donc qu'on a eue vers la Tunisie, donc du nord de la Méditerranée vers la Tunisie. Et là, donc, j'aimerais bien ouvrir justement la première parenthèse sur une réflexion, sollicitant justement une réflexion sur 2 termes différents, mais qui, à mon avis, sont d'importance primordiale, que c'est un petit peu l'intégration et la cohabitation. Bon, la différence, à mon avis, mais ça, bien évidemment, après, chacun peut bien évidemment débattre, la différence est, à mon avis, fondamentale et réside pour le premier, donc pour tout ce qui est donc l'intégration, sur l'effacement un petit peu total ou partiel de l'identité du migrant de première et de deuxième génération, et pour le deuxième, peut-être sur un partage de valeurs, de culture et de langue, religion avec la communauté autochtone. Bon, c'était un peu le cas. Pourquoi j'ai pris la cohabitation et là l'exemple de la cohabitation et de l'intégration, parce qu'aujourd'hui on ne parle pas de cohabitation, on parle d'intégration dans les sociétés modernes, en fait, dans les sociétés européennes, occidentales, etc. On ne parle jamais donc de cette cohabitation, et pourtant la cohabitation était le modèle, si on veut, les bons peut-être modèles qui avaient marché en Tunisie, donc où de différentes communautés, donc la sicilienne, italienne, la maltaise, la grecque, etc., cohabitaient ensemble. Donc, bon, avec bien évidemment, c'est une époque différente, des problématiques différentes, etc. Donc, cette émigration italienne, en fait, j'ouvre cette parenthèse, l'émigration italienne, je parle souvent de l'émigration sicilienne parce que ce sont 2 migrations tout à fait différentes. Au début de mes recherches, j'étais assez critiqué, je dois dire, pour avoir séparé les deux migrations, parce qu'en fait, ce sont 2 migrations qui étaient totalement différentes du point de vue linguistique. Bon, l'une était siculophone, l'autre était italophone. Parfois des religions, il y avait des juifs et il y avait des chrétiens. Parfois, souvent, c'était aussi pour les métiers, les titres d'études. Donc, vous voyez, ça veut dire on a une émigration italienne qui est fracturée déjà, donc divisée entre tous les gens qui viennent du Sud et donc la main-d'œuvre, bien évidemment des Siciliens, de Calabrais, des Sardes, et après on a
l'autre partie, qui était celle plus intellectuelle, qui était un peu la partie des Livournes, qu'on appelait Grana. Donc Grana, d'ailleurs, c'est pour Gorneim, donc, excusez-moi la prononciation donc, en hébreu, mais après Gorni, El Gorni, donc Livourne, voilà, la città di Livorno. Donc il y a cette séparation donc, déjà à l'intérieur de cette communauté et les Siciliens qui formaient quand même 90% de cette communauté italienne habitaient souvent les quartiers de la Médina ou encore les quartiers des Tunisiens en fait, à côté des Tunisiens. Bon, c'est vrai qu'il y a par exemple un historien, Raniero, qui écrit à ce propos que les grands propriétaires français de terrains agricoles préféraient embaucher des Italiens car ils faisaient toujours preuve d'un grand professionnalisme et fournissaient un travail impeccable. Je vous prends la citation. Il disait « sobre ». Robuste, patient et énergique. Ces hommes font vraiment des merveilles lorsqu'il s'agit de défricher des terres rocailleuses couvertes de buissons. Ils ont déjà transformé des landes arides et ont fait des vergers et des vignobles productifs. Bon, souvent l'italien, vu que je m'occupe de l'immigration italienne, un peu, pas seulement en Tunisie, mais un peu aussi aux États-Unis et en France, c'est vrai que l'italien est surtout l'italien du Sud, il est vu comme quelqu'un de robuste, quelqu'un qui peut travailler. D'ailleurs, aux États-Unis, par exemple, à Louisiane, les Italiens, à la fin de l'esclavage, ils remplaceront les Noirs. Donc, parce que ils sont considérés comme des gens qui peuvent travailler, qui résistent à beaucoup de maladies, même surtout en Louisiane où il y avait des marécages, donc les climats étaient assez difficiles. Donc voilà, donc ça c'est un peu l'image qu'on voit de l'Italien en Tunisie, en tant qu'agriculteur, aux États-Unis, en France aussi, etc. Bon, donc cette présence en fait italienne, surtout donc sicilienne, on retrouve des maçons facilement, donc des maçons qui ont introduit dans les villes tunisiennes l'Art Nouveau, par exemple, bien avant l'arrivée des Français. Les architectes de la péninsule comme Di Vittorio ou Tramontana, qui ont eu aussi en charge la construction et les travaux de rénovation d'importants palais, ainsi par exemple que les résidences bellicales, comme du Bardo, la Marsà, Hammam-Lif, la Manoub, etc. Bon, la relation entre Italiens et Français, ça se passe jamais pas trop bien, surtout entre les Siciliens et les Français, parce qu'en fait, il faut dire qu'ils arrivent un nombre, et ça c'est un peu, on peut aussi essayer de trouver des parallélismes avec la nouvelle émigration, parce qu'en fait, beaucoup, ils arrivent comme clandestins. On disait, il y a juste une nuit pour arriver en Tunisie. Donc, beaucoup, ils avaient peur aussi du navire pour faire de jours et de jours et de nuits de voyage pour arriver aux États-Unis. Ils n'avaient pas l'argent pour payer les billets pour les États-Unis. Donc, ils vont où? Ils vont en Tunisie. Donc, ils débarquent en Tunisie, même avec de petites embarcations, comme on voit aujourd'hui du côté nord vers le sud, du côté sud, vers le nord. Et là, ces Siciliens sont un peu perçus par les Français comme en danger. Donc, d'ailleurs, sur la presse de l'époque, on trouve souvent le danger sicilien. Donc, ces Siciliens qui arrivent et qui débarquent, la Tunisie est française, n'est pas italienne, etc., etc., donc tout ce que vous pouvez imaginer. En fait, c'est curieux parce que quand on fait ces recherches-là, on retrouve les mêmes discours qu'on retrouve aujourd'hui. Donc, en fait, rien n'a changé. Ça veut dire, je peux vous donner un texte de l'époque, vous allez le lire et vous pouvez me dire, et ce texte a été écrit par, je ne sais pas, Giorgia Meloni, pour citer quelqu'un.
Le hasard, voilà. Donc, vous voyez que voilà, les rapports ne sont pas vraiment, bon, surtout entre Siciliens, je répète, et Français, ne sont pas au beau fixe. Bon, avec les Livournais, ça se passe différemment, en fait. Bon, je vous disais que les Français donc, ont souvent considéré les Siciliens comme un danger réel pour la stabilité même de leur pouvoir, ce qui a par ailleurs favorisé un rapprochement réel entre Tunisiens et Siciliens qui habitaient souvent, comme je disais tout à l'heure, dans le même quartier, dans la Médina. Donc, le rapport entre les Italiens et les Siciliens, surtout au vu de leurs différences culturelles, sociales, linguistiques et parfois religieuses, restait très varié et complexe, et les Siciliens se sentant souvent dans une position un petit peu de subordination par rapport aux autres. Bon, la situation en fait ne s'améliore pas trop pendant la Deuxième Guerre mondiale. Souvent, les Italiens sont apostrophés un petit peu d'être des fascistes, même s'ils ne l'étaient pas, parce qu'en fait, bon, je pense que beaucoup devaient ignorer l'idéologie fasciste, mais c'est juste à ce moment-là que pour ces petits migrants siciliens, l'Italie est un grand pays, c'est le pays qui a colonisé, enfin un grand pays entre guillemets, et donc vous voyez, donc il y a un peu vis-à-vis des Français, on se sent beaucoup presque au même niveau. Voilà, ils se sentent plutôt presque au même niveau. Donc, qu'est-ce qui se passe pour terminer cette parenthèse de l'émigration italienne en Tunisie, que vu le nombre excessif d'Italiens et des Siciliens, donc la France décide de naturaliser ses citoyens. Donc, on a deux années importantes. C'est la naturalisation qu'on appelle naturalisation proposée en 1923. Donc, ils ont proposé la nationalité française, ça n'a pas marché, surtout parce qu'il fallait renoncer à la nationalité italienne. On ne pouvait pas avoir les deux à l'époque. Et après, par contre, en 1943, donc, on a la naturalisation qu'on appelle la naturalisation forcée. Et là, c'est quoi cette naturalisation forcée? Ça veut dire que ces derniers donc, obligeaient tout citoyen des nationalités étrangères, italiennes, maltaises, etc., nés de parents étrangers en Tunisie, à devenir automatiquement citoyens français. À 18 ans, ils pouvaient en fait, à 21 ans, pardon, ils pouvaient en fait décider si renoncer à la nationalité française ou garder la nationalité. Et donc, la situation ne s'arrange pas après l'indépendance de la Tunisie. Donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, on prend toujours le modèle de cohabitation en Tunisie entre communautés différentes, religions différentes. Et c'était un modèle qui avait, comme je vous disais tout à l'heure, très, très bien marché. Bon, maintenant, on ferme cette parenthèse sur l'immigration italienne. On revient un petit peu à analyser le problème un peu plus en général. Et bon, j'ai encore peut-être 10 minutes. Donc, tout en observant donc, ces mouvements migratoires d'hier et d'aujourd'hui, donc dans toutes les régions du monde, parce qu'après un peu les migrants se ressemblent en fait. Les différentes études sur l'immigration s'accordent donc sur une série de questions fondamentales. Et c'est là que peut-être il faudrait qu'on réfléchisse. Pourquoi partir, tout d'abord? Pourquoi une personne déciderait-elle de partir? Quelles sont les raisons, les moments, les événements qui incitent le migrant à conclure qu'il ne lui reste plus aucune alternative dans son propre pays? Quel est le point de non-retour aussi, où l'esprit du migrant commence le chemin migratoire en silence et avec résignation? Donc là, la question est partir ou mourir. Donc en fait, il y a ça. Donc dans la tête du migrant, c'est ou je quitte ou je meurs. Bon, je pense que le fait de pouvoir donc répondre à ces questions nous permettrait de constituer aussi l'ossature de l'imaginaire lié au phénomène migratoire. Mais je suis fort convaincu, et en fait de ça on n'en parle pas trop, en fait les hommes politiques n'en parlent pas trop, que la migration en tant que phénomène devrait être lue d'abord et comprise d'abord dans le pays d'origine
et ensuite dans le pays d'arrivée. Alors que nous, qu'est-ce que nous faisons en fait? Nous essayons de comprendre les migrants dans le pays d'arrivée sans tenir compte du pays d'origine. Et cela permettrait peut-être de mettre en évidence aussi l'acte initial de la migration et de comprendre le processus d'adaptation des migrants des premières générations, qui dans certains cas est la plus malmenée en général, à cause de l'adaptation qu'on appelle l'adaptation primaire, liée à la différence de culture, liée à la différence de religion et surtout à la méconnaissance de la langue. Parce que ça, c'est le gros problème. D'ailleurs, le gros problème des Siciliens arrivant en Tunisie, c'était qu'ils ne parlaient ni arabe ni français. Par contre, les Maltais, ils avaient cet avantage, parce qu'en fait, la langue maltaise et la langue tunisienne, ils ont des ressemblances, et donc les Maltais, ils ont pu donc dépasser cet obstacle. Bon, alors maintenant, ces analyses ne doivent pas se limiter seulement au départ, mais donc, comme je disais aussi, à l'arrivée dans le pays de destination. Et après, il y a un autre problème qu'on ne considère jamais. En fait, c'est le retour dans le pays d'origine. Et ça, je peux vous le dire, parce que moi, je le vis depuis toute ma vie, en fait, depuis que j'étais en France, après donc en Italie, en Tunisie, etc. Donc, le retour dans le pays d'origine. Vous savez une chose, voilà, c'est que quand on revient après des années dans le pays d'origine, on est totalement étranger. Voilà ce que je dis. Mais les Italiens ne le comprennent pas. Ça veut dire, moi, je suis incapable. J'ai plus les mêmes codes, en fait, tu vois, alors que mes codes sont ici. Moi, ici, je sais très bien comment bouger, qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je dois faire, etc. En Italie, je n'ai plus les codes. Alors, j'ai encore ces codes en France, parce que bon, j'ai vécu longtemps en France, je reviens souvent en France, mais je reviens souvent en Italie, ce qui est curieux aussi. Donc, ces codes, je ne les ai plus. Donc, je suis étranger dans mon propre pays, en fait. Et les gens ne comprennent pas parce que je parle italien encore très bien, encore je ne sais pas pour combien de temps, mais encore je garde mon accent italien. Et donc les gens disent celui-là, ou il est bête, je ne sais pas quoi, parce qu'en fin de compte, voilà, il est en italien, il parle italien. Ils ne savent pas que ça fait 35 ans que j'habite plus en Italie, ou peut-être plus. Donc voilà, donc c'est vrai qu'il y a aussi ce retour dans le pays d'origine qui n'est pas du tout évident, je peux vous l'assurer. Et pour ceux donc, qui émigrent, le moment où ils quittent donc, leur pays d'origine marque aussi l'arrêt du temps et du progrès qui s'écoule, des pratiques sociales, des changements de coutumes de la société d'origine. Par exemple, quand je vois les émigrés italiens, siciliens aux États-Unis, je me rappelle que je suis allé voir des migrants, ils me disaient « Mais est-ce que vous avez les frigos en Italie ? Est-ce que vous avez les routes en Italie, c'est comme ça? Est-ce que vous avez des routes grandes comme ça comme nous... » Et moi, ça m'étonnait cette histoire. Je disais, mais qu'est-ce qu'ils me demandent en fait? Bien sûr, on a la machine à laver, bien sûr, on a le frigo. Donc, la déconnexion totale du pays, quand on ne revient plus dans le pays. Et après, il y a aussi autre chose, c'est que quand moi je vais en Italie, je suis les Tunisiens. Et alors, quand je suis ici, je suis italien, je suis l'italien. Donc, même là, vous voyez, il y a aussi cette... même l'appellation est ambiguë, en fait. Donc, on est quoi, en fin de compte? Je suis italien ici, je suis tunisien là-bas. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un peu le problème donc, du migrant qui est vraiment, qui est vraiment arraché, en fait, à sa société d'origine. Et après, pour ne pas trop vous ennuyer, je termine juste avec des chiffres actuels qui concernent l'Italie. Et juste pour vous parler brièvement d'un autre sujet dont on ne parle jamais aussi, c'est en fait les départs des jeunes Italiens, par exemple. Je prends le cas des Italiens. Parce qu'en fait, on parle toujours de cette immigration clandestine. Bon, ils ont fait l'extrême droite populiste, on a fait le cheval de bataille. Donc voilà, on parle d'immigrés, émigrés, etc. Mais en fait, on ne parle jamais des jeunes qui partent à l'étranger. Et l'Italie est un pays
et qui est un pays d'émigration. Ce n'est pas seulement un pays d'immigration, c'est un pays d'émigration. Regardez les chiffres, juste pour vous donner des chiffres. Il y a, selon l'Istat, c'est l'Institut des statistiques italiennes, donc officiel, il dit qu'en 2024, il y a eu 191 000 Italiens, tout âge confondu, donc c'est presque 200 000 Italiens, qui ont décidé de quitter le pays. Et entre 2014 et 2024, donc l'Italie a vu partir plus d'1 million de jeunes d'âge inférieur à 35 ans. Donc, il y a un gros problème. Ça veut dire que l'Italie n'arrive plus à attirer et à garder donc, les jeunes. Et d'un autre côté, par contre, on a les arrivées des migrants par la mer sur le sol italien. On a donc encore des statistiques, des données. Ça, ce sont du gouvernement italien de Meloni. Mais entre le 1er janvier et le 28 août 2024, il y a eu 40 660 migrants sur les côtes italiennes. Et apparemment, bon, c'est ce qu'on dit. Il y a moins, c'est beaucoup moins qu'en 2023, parce qu'en 2023, on a eu 113 000 migrants qui étaient arrivés donc sur les côtes italiennes. Bon, maintenant, voilà, je termine. En fait, il faudrait peut-être une prise de conscience majeure de la part des gouvernements. Je pense que c'est nécessaire, considérant peut-être aussi l'immigration organisée, régularisée parmi l'une, peut-être, des solutions possibles au vieillissement de la population européenne, parce que ça c'est encore un autre problème, d'un côté, et d'une population jeune africaine active, scolarisée, avec plus de 400 millions de jeunes âgés entre 15 et 35 ans. Mais je vais juste terminer avec cette phrase, disant que pendant que nous débattons ce soir sur un sujet si grave et épineux comme celui de l'immigration, c'est vrai que les pauvres migrants, et ça je reviens au discours de Mounet, le pauvre migrant, comme une bouteille à la mer, est transporté d'un côté à l'autre de la Méditerranée. Cette Méditerranée est vécue parfois comme une mer salvatrice, mère en tant que mère, que parent, et d'autres comme un endroit de repos éternel, malheureusement. Merci beaucoup.